Jack Harper redressa sa cravate et prit une profonde inspiration. Les portes massives de la salle du Conseil galactique se dressaient devant lui, leurs gravures anciennes illustrant la fondation du gouvernement interstellaire il y a 5000 ans. Les humains n'étaient présents dans cette entité que depuis 3 siècles, et aujourd'hui, Harper allait annoncer leur départ. « Prêt, monsieur ?» demanda son assistante, Natalie Reeves. Harper hocha la tête. Aussi près que quiconque a changé le cours de l'histoire. Les portes s'ouvrirent. Harper descendit la longue allée centrale, ses pas résonnant dans la vaste salle. 200 représentants extraterrestres venus de toute la galaxie le regardèrent approcher. Certains chuchotaient entre eux, d'autres enregistraient des notes sur leurs appareils. Approche. Certains chuchotaient entre eux, d'autres tapaient des notes sur leurs appareils. La plupart semblaient s'ennuyer. Le haut conseiller Zex Terrell de l'Empire phyrexien était assis sur la chaise centrale, ses écailles bleues scintillant sous les lumières de la salle. Ses 6 yeux se plissèrent tandis que Harper atteignait l'estrade. « Le représentant humain a la parole », annonça l'œil de la salle. Harper posa ses mains sur la surface lisse du podium et leva les yeux vers les rangées de sièges incurvés occupés par les êtres les plus puissants de la galaxie. « Mes estimés membres du Conseil galactique », commença-t-il d'une voix ferme. « Depuis 300 ans, l'humanité fait partie de cette assemblée. Nous avons commercé avec vous, combattu à vos côtés, partagé notre culture avec vous et appris de vous. » Il marqua une pause, observant les visages dans la foule. « Nous aussi, vous nous avez trompés, méprisés et traités comme des êtres inférieurs, malgré toutes les preuves du contraire. » Des murmures se répandirent dans la salle. Le tarot de Zek se pencha en avant, la bouche crispée d'agacement. « Humains, si vous avez des plaintes concernant des accords commerciaux, il existe des canaux appropriés. Il ne s'agit pas de griefs spécifiques, ô conseiller. » Harper intervint. « Il s'agit d'une tendance devenue indéniable, un mépris systématique des contributions et du potentiel humain. » Il toucha une commande sur le podium, et des hologrammes apparurent dans la salle. Ils affichaient des statistiques sur les brevets humains rejetés, les demandes d'établissement de colonies refusées et les restrictions commerciales imposées uniquement aux biens terrestres. Chaque technologie que nous développons est soumise à une réglementation plus stricte que les avancées similaires sur d'autres mondes. Chaque colonie que nous établissons est soumise à une surveillance double. Chaque accord commercial que nous négocions est basé sur des conditions qu'aucun autre monde n'accepterait. » Le Vrexian agita une main griffue d'un air dédaigneux. « Toutes les jeunes espèces sont scrutées lorsqu'elles rejoignent la société galactique. C'est pour votre bien, et pour le bien de tous. » Harper eut un léger sourire. « Nous avons compilé ces archives couvrant 3 siècles. L'examen minutieux appliqué à l'humanité a dépassé les protocoles standards de 342% en moyenne par rapport à d'autres espèces à des stades de développement similaires. » Un représentant insectoïde bourdonna de colère. « Est-ce une plainte ou une menace, humain ? » « Ni l'un ni l'autre, » répondit calmement Harper. « C'est un adieu. » Le silence se fit alors dans la salle. À compter d'aujourd'hui, la Terre et toutes les colonies humaines se retirent du Conseil galactique. Nous rompons toutes les relations diplomatiques et mettons fin à tous les accords commerciaux. Des rires éclatèrent dans plusieurs sections de la salle. La bouche de Zek Terrell s'étira en un sourire phyrexien. « Vous ne pouvez pas être sérieux, ambassadeur Harper. Votre économie s'effondrerait en quelques mois sans les marchés du Conseil. » Harper ne broncha pas. « Nous nous préparons à ce jour depuis des décennies. Nous y parviendrons. » Les rires redoublèrent. Un délégué reptilien frappa son bureau du poing, amusé. Un seul délégué resta silencieux et pensif. L'ambassadrice Lyra des Aelari, l'une des plus anciennes espèces de la galaxie, observait Harper avec ses yeux anciens, témoins de l'essor et du déclin de civilisation. « Vous trouverez peut-être cela amusant maintenant, » poursuivit Harper une fois les rires apaisés.
Mais je me demande combien d'entre vous comprennent à quel point l'innovation humaine s'est intégrée à votre quotidien. Il éteignit les hologrammes d'un geste rapide. L'humanité s'éloigne, ni par colère, ni par précipitation, mais avec une détermination claire et sereine. Nous vous souhaitons bonne chance. Harper s'éloigna de l'estrade tandis que rires et moqueries le suivaient dans l'allée. Des insultes en une douzaine de langues résonnèrent sur les murs de la salle. Il ne se retourna jamais, son pas régulier et sans hâte. Alors que les portes se refermaient derrière lui, Nathalie lui emboîta le pas. « Ils ne prennent pas ça au sérieux », dit-elle. L'expression de Harper resta calme. Non, et c'est exactement ce que nos analystes avaient prédit. Leur arrogance rendra la suite bien plus facile. Seule l'ambassadrice Lyra, toujours assise dans la salle bruyante, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son peuple était assez âgé pour reconnaître la détermination silencieuse qu'elle avait lue dans les yeux d'Harper. Elle savait que le Conseil venait de commettre une terrible erreur. 6 mois s'étaient écoulés depuis que Jack Harper avait quitté la salle du Conseil galactique. L'amusement initial des représentants du Conseil s'était transformé en confusion, puis en inquiétude, et maintenant, les premiers signes de panique commençaient à apparaître. Dans le centre commercial animé de la Station Nexus, la capitaine Laura Clark observait les dockers s'efforcer de réparer le système de navigation défectueux d'un cargo phyrexian. Les ouvriers s'y étaient employés pendant 3 jours, sans succès. Le système avait tout simplement cessé de fonctionner. L'armateur vrexien se plaignit, les écailles s'assombrissant de frustration. Un jour, il calcule parfaitement les sauts. Le lendemain, rien que des messages d'erreur. Laura sirota son café sans rien dire. Elle savait pourquoi. Les systèmes de navigation FTL, conçus par des humains et utilisés dans tout l'espace du Conseil, commençaient à tomber en panne, un par un. Personne n'avait anticipé ce léger retard dans la programmation. Une fonctionnalité et non un bug qui nécessitait des mises à jour régulières des serveurs centraux de la Terre. Des mises à jour qui n'étaient plus envoyées. Vous pourriez essayer de contacter William Grant, suggéra un urgentiste Allard. Son entreprise a conçu la plupart de ces systèmes. Le Vrexien siffla. Nous avons essayé. La Terre ne répond pas à nos appels. Laura termina son café et s'éloigna. Heureusement, son propre vaisseau avait été équipé du système de navigation indépendant que la Terre avait discrètement distribué aux capitaines humains au cours des années précédant leur départ. Loin du point de rencontre de la station, dans les tours étincelantes du centre médical central du Conseil, le docteur Rentak fixait les étagères vides, où étaient entreposés des médicaments autrefois produits exclusivement sur Terre. Ces patients en avaient besoin. Sans eux, la souffrance serait décuplée sur tous les mondes du Conseil. « Envoie une nouvelle requête à leur autorité médicale », dit-il à son assistant. « Offre le triple du prix habituel. » Son assistant, un jeune plurien à la peau violette, baissa les yeux, nerveux. « J'ai envoyé 7 messages la semaine dernière, docteur. » Aucune réponse. Les tentacules du docteur Rentak se sont recroquevillés de détresse. Alors que sommes-nous censés faire? J'ai entendu dire que les colonies terriennes produisent encore ces médicaments, dit doucement l'assistant. Mais ils ne les vendent plus qu'aux mondes indépendants et non aux membres du Conseil. Dans la salle du Grand Conseil, une séance d'urgence avait été convoquée. La participation était exceptionnellement élevée. Même les représentants qui n'envoyaient habituellement que des assistants subalternes étaient venus en personne. L'assurance habituelle du haut conseiller Zex Terrell semblait diminuer lorsqu'il a ouvert la séance. « Nous sommes confrontés à des difficultés inattendues liées au retrait des effectifs », a-t-il admis à contre-cœur. Certaines chaînes d'approvisionnement ont été perturbées. L'ambassadeur Krell, du collectif Jorvien, se leva, dominant de sa silhouette imposante les autres représentants. Perturbé, la moitié de notre flotte est bloquée à cause d'une panne des systèmes de navigation. Les installations médicales de 3 secteurs signalent des pénuries critiques. C'est plus qu'une simple perturbation.
Des murmures d'approbation se répandirent dans la salle. Un jeune représentant d'un monde récemment admis se leva avec hésitation. Peut-être devrions-nous envisager d'ouvrir de nouvelles négociations avec la Terre. Peut-être nous excuser. S'excuser. Sex Terrell l'interrompit, ses 6 yeux écarquillés d'indignation. Pourquoi les guider, réglementer leurs dangereuses innovations, les empêcher de déstabiliser les systèmes commerciaux établis? Le jeune représentant se rassit rapidement. L'ambassadrice Lyra des Aluries prit la parole, sa voix ancestrale tranchant la tension. Les humains nous ont surpris par leur préparation. Cela suggère que leur décision n'a pas été prise à la hâte, mais planifiée depuis des années. Nous devons en mesurer les conséquences. Ils ne peuvent survivre seuls, a insisté Zex Tarel. Leur économie s'effondrera sans nos marchés. Ils dépendent de nous pour des ressources rares provenant d'une douzaine de mondes. Ce n'est qu'une façade. Ils reviendront quand la réalité les rattrapera. Sur Terre, dans le siège reconstruit de Turin Technologies, William Grant examina les derniers rapports. Les demandes d'assistance technique du Conseil avaient augmenté de 300% rien que ce mois-ci. Les ignorer encore? Demanda sa vice-présidente, Diane Foster. Grant hocha la tête, observant un écran holographique montrant des marchandises commerciales humaines redirigées vers des systèmes indépendants et des mondes frontaliers. Nos nouveaux partenaires apprécient beaucoup plus les accords équitables, a-t-il dit, et ils n'essaient pas de voler notre technologie en prétendant que nos brevets sont trop simplistes pour être protégés. Diane sourit. Les dernières données montrent que l'économie mondiale a en réalité progressé de 2% depuis le retrait. L'économie du Conseil, quant à elle, laissez-moi deviner, dit Grant. Pas très bien. En baisse de 7% et en déclin, répondit-elle. Et ce n'est que le début. Grant regarda par la fenêtre la silhouette animée de New Chicago. Ils ne se donnèrent jamais la peine de comprendre à quel point ils dépendaient de nous. C'était leur erreur. À travers l'espace du Conseil, les premières fissures commençaient à apparaître dans ce qui avait autrefois semblé un ordre galactique inébranlable. 1 an s'était écoulé depuis que la Terre avait rompu ses liens avec le Conseil galactique. La neige hivernale tombait doucement devant la fenêtre du bureau d'Andy Miller sur Nuterra, la plus grande colonie mondiale. En tant que gouverneur de la planète, son bureau était couvert de rapports et de demandes, mais son attention était concentrée sur la femme assise en face de lui. « Tu sais qui je suis », dit Susan Miller, sans lien de parenté avec le gouverneur malgré un nom de famille commun. Sa voix était calme, mais son regard était alerte. Andy hocha la tête. Service de renseignement du Conseil. Vous êtes sur Nouvelle Terra depuis 3 ans, vous faisant passer pour un consultant en affaires. Elle ne sembla pas surprise d'être identifiée. Alors vous savez pourquoi je suis ici. Le Conseil veut des informations, dit Andy. Ils sont confus, car leurs prédictions sur notre effondrement ne se sont pas réalisées. Susan se pencha en avant. J'ai reçu l'ordre d'évaluer la situation réelle sur les mondes humains. Mes supérieurs ne croient pas aux rapports officiels qu'ils reçoivent. Andy sourit et poussa un bloc-notes sur son bureau. Vous pouvez leur dire ce que vous voulez, ou la vérité. Voici l'accès complet à nos données économiques, rapports de production et projets de développement. Les sourcils de Susan se haussèrent de surprise. Tu me donnes ça comme ça pourrait être utilisé contre les intérêts de la Terre. Les faits sont les faits, répondit Andy. Nous n'avons rien à cacher. Plus tard dans la journée, Susan se promena dans les rues animées de New Hope City. Les marchés regorgeaient de nourriture. Les boutiques exposaient toutes sortes de marchandises. Des équipes de construction travaillaient sur de nouveaux bâtiments. Rien ne laissait présager une société en difficulté. Elle entra dans un centre de transport en commun et prit un ascenseur jusqu'à la plateforme d'observation. De là, elle pouvait voir les vastes terres agricoles s'étendre au-delà de la ville. Des moissonneuses-batteuses automatisées avançaient efficacement à travers les champs de blé doré. « Magnifique, n'est-ce pas ?» demanda une voix à côté d'elle. Susan se retourna et vit un agriculteur nommé Joe Wilson debout à côté d'elle.
Vos exploitations semblent bien produire, remarqua-t-elle. Joe hocha fièrement la tête. Mieux que jamais, sans réglementation municipale sur les exportations, nous avons pu optimiser nos cycles de culture. La production alimentaire a augmenté de 30%. Mais vous avez perdu vos plus gros marchés, fit remarquer Susan. Nous en avons trouvé de nouveaux, dit simplement Joe. Les mondes indépendants sont heureux de commercer directement avec nous, sans taxes municipales. Chacun y trouve son compte. Le regard de Susan se porta vers le haut, où l'on pouvait apercevoir d'immenses chantiers navals en orbite. Et ceux-là, de nouveaux chantiers navals, répondit Joe. Nous construisons un autre type de vaisseau, plus performant, mieux adapté à nos besoins. Ce soir-là, Susan rédigea son rapport dans son petit appartement. Elle écrivit honnêtement ce qu'elle avait vu. Les humains ne souffraient pas du tout. Ils prospéraient. Leur marché s'était réorganisé autour du commerce interne et d'accords directs avec des mondes indépendants. L'innovation humaine s'était accélérée sans la réglementation du Conseil. Elle hésita avant d'envoyer le rapport, sachant qu'il contredisait ce que les dirigeants du Conseil souhaitaient entendre. Mais son devoir était de faire connaître la vérité, alors elle appuya sur « envoyer ». 2 jours plus tard, dans la salle du Conseil galactique, son rapport fut exposé à la vue de tous les représentants. La réaction fut immédiate et hostile. « Propagande !» s'écria un délégué. « Elle a été compromise », suggéra un autre. Le haut conseiller Zex Terrell fit taire les emportements d'une main levée. L'agent Miller a visiblement été trompé par des manifestations soigneusement orchestrées. Aucune économie ne pourrait se restructurer aussi rapidement. Seule l'ambassadrice Lyra des Aylar semblait troublée par ces licenciements. Et si elle avait raison? Et si les humains se préparaient à l'indépendance depuis des années? Cela expliquerait leur grande adaptabilité. Pendant ce temps, sur la planète frontière humaine de Hope's Landing, les pénuries alimentaires étaient devenues graves. Avant la scission, cette petite colonie dépendait autrefois des importations du Conseil des tourbillons. La gouverneure Kelly Baker s'adressa aux colons inquiets sur la place publique. « Je sais que la situation a été difficile, » admit-elle, « mais je viens d'être informée. 3 vaisseaux de transport terrestre arriveront demain avec des provisions de secours. » Un homme cria dans la foule. « Pourquoi n'avons-nous pas été prévenus avant que la Terre ne coupe les ponts? Nous avons failli mourir de faim. » Kelly hocha la tête en signe de compréhension. Les dirigeants de la Terre devaient rompre net et net, sinon le Conseil aurait ciblé des colonies vulnérables comme la nôtre pour faire pression. Mais ils ne nous ont jamais oubliés. L'aide arrive, et nous serons bientôt autonomes. Tandis qu'elle parlait, son assistante désigna le ciel. Des acclamations fusèrent tandis que les silhouettes des vaisseaux terrestres apparaissaient dans l'atmosphère, plusieurs jours avant la date prévue. Dans l'espace du Conseil, le récit de la souffrance humaine se déconnectait de plus en plus de la réalité. Mais sur les anciens mondes du Conseil, désormais confrontés à des pénuries alimentaires, les gens commencèrent à murmurer sur la prospérité des colonies humaines et à se demander s'ils avaient choisi le mauvais camp. L'avertissement fut donné à l'aube. 5 vaisseaux de guerre du Conseil étaient entrés dans le système Horizon, qui abritait l'une des colonies frontalières de l'humanité. L'amiral Peter Allen se tenait sur le pont de l'EDS Defender, observant l'affichage tactique d'un œil serein. Seuls 4 vaisseaux humains protégeaient cette colonie, et la flotte du Conseil les surpassait en puissance de feu à 3 contre 1. « Amiral, il nous appelle », rapporta l'officier de communication Samantha Wright. Alan acquiesça et les passa. L'écran vacilla pour montrer le commandant Vex de l'Empire Vrexian, ses écailles bleues luisant sous la lumière crue du vaisseau. Vaisseau humain. Ici le commandant Vex de la flotte de contrôle du Conseil galactique. Votre présence dans ce système viole les protocoles de sécurité du Conseil. Vous allez éteindre vos vaisseaux et vous préparer à l'abordage. Alan haussa un sourcil. Commandant Vex, ici l'amiral Alan de la défense terrienne. Horizon est une colonie humaine reconnue.
Nous nous sommes retirés légalement du Conseil, comme vous le savez. Le Conseil a déterminé que certains systèmes stratégiques, dont Horizon, sont trop importants pour la stabilité galactique pour rester hors de son autorité. Répondit Vex d'un ton calme. Obéissez maintenant, ou nous agirons. Le message était clair. Le Conseil voulait les précieuses mines d'Horizon, et il pensait pouvoir intimider un petit monde frontalier et le soumettre. L'expression d'Alan resta inchangée. Ce serait un acte de guerre, commandant. Alors, ce sera la guerre, rétorqua Vex. Vous avez 1 heure pour abandonner le contrôle de ce système, ou nous commencerons le bombardement orbital de votre colonie. Abandonnez le contrôle de ce système, ou nous commencerons le bombardement orbital de votre colonie. La transmission s'est terminée. L'officier Wright semblait inquiet. Monsieur, leurs vaisseaux se mettent en formation d'attaque. Allen a vérifié l'heure. Commencez immédiatement l'évacuation des coloniers de surface et ouvrez un canal à tous les vaisseaux de la flotte du Conseil. À tous les vaisseaux, monsieur, pas seulement aux vaisseaux de commandement. À tous, confirma Alan. 10 minutes plus tard, son visage apparaissait sur les écrans de chaque membre d'équipage de chaque vaisseau du Conseil. Ici, l'amiral Peter Allen, de la Défense terrienne. Je m'adresse directement aux membres d'équipage de tous les vaisseaux du Conseil. Le commandant Vex a menacé de bombarder une colonie civile. Avant d'exécuter cet ordre, il y a quelque chose que vous devez savoir. Il marqua une pause, le temps de réfléchir. Depuis des décennies, des ingénieurs et techniciens humains servent sur les vaisseaux du Conseil. Nous concevons nombre de vos systèmes. Nous les entretenons. Nous savions que ce jour pourrait arriver. Nombre de vos systèmes. Nous les entretenions. Nous savions que ce jour viendrait. Sur le vaisseau de commandement vrexien, le commandant Vex cria qu'on coupe la transmission. Rien ne se passa. Pour l'instant, Alan poursuivit calmement. Tous les systèmes d'armes des vaisseaux du Conseil de cette flotte ont été verrouillés. Les codes de neutralisation ne sont connus que des ingénieurs humains qui ont intégré les systèmes de défaillance à ces systèmes il y a des années. Le pont de Vex s'est effondré tandis que les officiers tentaient désespérément de reprendre le contrôle de leurs armes. « Nous ne voulons pas de conflit », a déclaré Allen. « Nous voulons simplement qu'on nous laisse tranquilles. Je vous suggère de partir pacifiquement. » Sur 3 des 5 vaisseaux du Conseil, les équipages ont commencé à se disputer. Nombre d'entre eux avaient travaillé avec des humains pendant des années et les tenaient en haute estime. D'autres s'interrogeaient sur la pertinence d'attaquer des colonies civiles. En 22 minutes, la moitié de la flotte du Conseil s'était mutinée, les équipages refusant d'obéir aux ordres du commandant Vex. Les vaisseaux fidèles restants, incapables d'utiliser leurs armes et confrontés à des dissensions internes, n'eurent d'autre choix que de battre en retraite. Alors qu'il s'éloignait, Allen reçut un message de la colonie en contrebas. « Merci, amiral », dit le gouverneur Paul Davis. « Reviendront-ils avec plus de vaisseaux ?»« Probablement pas, » répondit Allen. « La nouvelle se répandra rapidement dans la flotte du Conseil. Ils comprendront que nous attaquer directement n'est pas une option viable. » Plus tard dans la journée, Alan envoya son rapport sur Terre. Lisa Martinez le lut attentivement dans son bureau du ministère de la Défense. Elle ne s'attendait pas à ce que le Conseil ait recours à une action militaire si tôt, mais elle s'y était préparée. Sur son bureau se trouvaient des rapports de renseignements provenant de l'ancien espace du Conseil. De nombreux mondes étaient confrontés à des pénuries de ressources. L'instabilité politique s'intensifiait. Le Conseil galactique, autrefois unifié, commençait à se fracturer selon d'anciennes lignes de fracture, les espèces membres se rejetant mutuellement la responsabilité du déclin de la situation. « Ils sont désespérés », murmura-t-elle à son assistant. « Frank Taylor, cela les rend dangereux. » Frank hocha la tête. « Devrions-nous accélérer le programme de défense ?» Lisa réfléchit un instant, puis hocha la tête. « Oui, et contacter les mondes indépendants du secteur. Je pense qu'ils seront plus réceptifs aux négociations d'alliance maintenant. »
Alors que les nouvelles de l'attaque ratée se répandaient dans l'espace du Conseil, les dégâts politiques furent immenses. L'autorité militaire du Conseil avait été publiquement sapée et des rumeurs commençaient à circuler. Combien d'autres vaisseaux du Conseil étaient équipés de systèmes de sécurité intégrés contre les humains? Une action militaire du Conseil contre l'humanité pouvait-elle réussir? La réponse, se répandant comme une traînée de poudre dans l'espace, devenait évidente. Non, c'était impossible. 3 ans s'étaient écoulés depuis que l'humanité avait quitté le Conseil galactique. Les salles du Conseil, autrefois puissantes, étaient désormais le théâtre de discussions houleuses plutôt que de débats disciplinés. La séance d'aujourd'hui était particulièrement tendue. « Nous devons agir avec détermination », cria le représentant nicaraguayen en frappant la table de son poing écailleux. 3 nouveaux systèmes ont déclaré leur indépendance rien que ce mois-ci. Le haut conseiller Zextarel paraissait fatigué. Ses écailles bleues étaient ternies par le stress, et 2 de ses 6 yeux étaient voilés par la fatigue. « Et que voulez-vous que nous fassions » demanda-t-il d'un ton las. « Envoyez plus de vaisseaux de guerre. Vous avez vu ce qui s'est passé à Horizon. Nous ne pouvons garantir le contrôle de nos propres vaisseaux. » Le Nicaran siffla de frustration. « Alors nous trouvons une autre solution. Les humains ont beaucoup à se reprocher. » L'ambassadrice Lyra des Alureries a finalement pris la parole. Les humains n'ont rien fait pour répondre. L'ambassadrice Lyra des Éluries a finalement pris la parole. Les humains n'ont rien fait d'autre que nous laisser tranquilles, comme ils l'avaient promis. Ce n'est pas leur faute si nous avons bâti notre société sur leurs innovations sans les comprendre. Dans une salle de réunion sécurisée sur Terre, Lisa Martinez, qui en était à son 2e mandat de ministre de la Défense, a présenté des preuves aux dirigeants réunis. Notre réseau de renseignement a confirmé que l'Empire phyrexien et 3 autres grandes puissances du Conseil planifient une attaque préventive contre la Terre, a-t-elle déclaré calmement. Ils croient réel que s'ils frappent directement notre planète, nos colonies se rendront. Le président Dan Harris, un ancien diplomate aux cheveux argentés et à la main sûre, étudia les données. La salle resta silencieuse tandis que les dirigeants de la Terre assimilaient cette information. Mais contrairement à la panique qu'une telle nouvelle aurait pu provoquer il y a des années, l'atmosphère était à la détermination sereine. « Ils semblent désespérés », observa la vice-présidente Carol Lewis. « Ils le sont », confirma Lisa. « Leur économie continue de décliner. Les jeunes races remettent en question la direction du Conseil. Ils perdent le contrôle. » « Et leur attaque prévue ?» demanda la présidente Harris. Lisa fit apparaître un écran holographique montrant les mouvements de la flotte, une force combinée se rassemblant en secret près du contrée d'Aldébaran. D'après nos projections, ils pourraient en être prêts à attaquer dans 2 mois. Harris hocha la tête pensivement. « Et nos préparatifs ?»« Terminés, » répondit Lisa. Les systèmes défensifs autour de la Terre et de toutes les grandes colonies sont pleinement opérationnels. Le Conseil ignore totalement ce qu'il attend s'il tente cette manœuvre. Le président se leva et se dirigea vers la fenêtre donnant sur New Washington. La ville brillait sous le soleil de l'après-midi. Ses rues grouillaient de gens vacants à leurs occupations, inconscients de la menace évoquée. Nous nous préparons à cette éventualité depuis des décennies, n'est-ce pas ? Demanda-t-il doucement. Oui, monsieur, répondit Lisa. Même lorsque nous étions membres du Conseil, notre planification de sécurité à long terme prévoyait ce scénario. Le réseau défensif a été développé et construit dans des installations secrètes au fil de nos années d'adhésion. Harris se retourna pour faire face à la salle. « Je veux éviter la guerre si possible. Envoyez un message à leur commandant de flotte. Ne les menacez pas. Dites-leur simplement que nous connaissons leur plan et que nous sommes prêts. » « Et s'ils attaquent quand même ?» demanda l'amiral Frank Rogers. « Alors nous leur montrerons pourquoi s'en prendre aux humains a été leur pire erreur, » répondit simplement le président. « Sur la planète frontière de Top Prime, » répondit simplement le président. Sur la planète frontière de Top Prime, l'espion du Conseil Rick Morgan transmettit son rapport final avant de se préparer à s'enfuir vers l'espace du Conseil.
Sa main tremblait légèrement tandis qu'il codait les données. Ce qu'il avait découvert le terrifiait. Les humains avaient construit quelque chose sur la face cachée de la lune de Tau Prime. Quelque chose d'énorme. Ses scanners ne parvenaient pas à percer ses défenses, mais sa signature énergétique ne ressemblait à rien de ce qui se trouvait dans les archives du Conseil. Et Tau Prime n'était pas unique. Son réseau avait identifié des constructions similaires sur tous les grands mondes humains. L'ampleur des préparatifs était stupéfiante, suggérant des années, voire des décennies de développement secret. Alors que son petit vaisseau quittait son orbite, Rick se demandait si ses supérieurs croiraient de son rapport, ou le rejetteraient comme Twilight comme tant d'autres. Il se demandait si cela avait encore de l'importance. Les races du Conseil avaient toujours considéré les humains comme des novices intelligents mais naïfs en politique galactique. Elles n'avaient jamais compris que la nature pacifique des humains était un choix, et non une faiblesse. Sur Terre, Lisa Martinez observait les dernières lueurs du ciel s'éteindre, sachant que quelque part, des vaisseaux de guerre du Conseil se rassemblaient. Elle n'éprouvait aucune peur, seulement une certitude tranquille. L'humanité s'était éloignée en espérant la paix, s'étant préparée à la guerre. Le Conseil allait maintenant apprendre la différence entre une espèce qui évitait le conflit et une autre qui se contentait d'attendre, prête et vigilante, que le conflit vienne à elle. Le démantèlement du Conseil galactique allait s'accélérer, et rien ne pourrait l'arrêter. Le petit vaisseau, anonyme, atterrit sans bruit au spatioport privé près de New Washington. Son unique passager, un Hylari aux cheveux d'un blanc argenté et aux yeux anciens, posa le pied sur le sol terrestre pour la première fois. Il s'appelait Niren, un érudit de la plus ancienne espèce vivante de la galaxie. Une simple voiture l'attendait pour le conduire à destination. La conductrice, une humaine, le salua d'un signe de tête respectueux. « Bienvenue sur Terre, érudit Naren. Le Dr. Wells vous attend. » Le Conseil galactique ignorait tout de cette visite. Naren avait pris grand soin de garder son voyage secret. Ce qu'il emportait avec lui, ce qu'il avait besoin de partager, était trop important pour les jeux politiques. Une heure plus tard, Naren était assis dans le bureau du Dr. Henry Wells, historien en chef de la Terre. La pièce était tapissée de véritables livres papier, des antiquités à l'ère du numérique. Dehors, par les fenêtres, des oiseaux chantaient dans un jardin fleuri. « J'apprécie que vous me receviez sans les moyens officiels, » dit Naren d'une voix musicale, digne de toute Hylari. Wells, un homme au regard bienveillant et aux tempes grises, leur servit du thé à tous les deux. Votre message suggérait urgence et discrétion. Cela suffisait à m'intriguer. Naren déposa un ancien cristal de données sur la table entre eux. Il contient des documents historiques des archives de mon peuple, des documents que nous n'avons jamais partagés avec le Conseil. Wells haussa les sourcils, mais ne tendit pas la main vers le cristal. Pourquoi nous les amener maintenant ? Parce que j'ai peur que l'histoire se répète, répondit Nuren. Et je crois que les humains méritent de savoir qu'ils ne sont pas les premiers. Wells but une gorgée de thé, attendant la suite des Hylari. Il y a 12 000 ans, avant l'existence du Conseil, mon peuple régnait sur près d'un tiers de ce qui est aujourd'hui son territoire, expliqua Niren. Nous avons rencontré une espèce très semblable aux humains. Innovante, adaptable et pleine d'espoir. Nous ne les avons pas bien traités. Que s'est-il passé ? Demanda Wells à voix basse. Nous les avons écartés, régulés, accepté leurs idées et donné peu en retour. Le regard ancestral de Naren s'est éloigné du souvenir. Ils nous ont avertis, comme les humains avertissent le Conseil. Puis ils sont simplement partis. Wells se pencha légèrement en avant. Et en l'espace d'une décennie, notre empire a commencé à s'effondrer, dit simplement Naren. Pas par la guerre. L'espèce ne nous a jamais attaqués. Mais les systèmes qu'ils avaient contribué à construire, les innovations qu'ils avaient partagées, tout avait été conçu avec une obsolescence programmée qu'eux seuls comprenaient. Sans eux, tout s'effondrait lentement. Wells hocha la tête,
la compréhension se lisant sur son visage. « Vous n'êtes pas la première espèce à sous-estimer les humains. »« Non, acquiesça Nirène. Mon peuple a failli périr. Notre civilisation n'était plus que l'ombre d'elle-même. Il nous a fallu des milliers d'années pour la reconstruire, et nous n'avons jamais retrouvé notre apogée. » L'érudit Eilari soupira. Les humains ne cherchent pas la vengeance. Ils créent simplement des alternatives et avancent. Lorsqu'ils s'éloignent, le vide qu'ils laissent derrière eux devient catastrophique. Wells resta silencieux un long moment, puis attrapa un bloc-notes sur son bureau. « Veux-tu voir quelque chose, érudite Naren ?» Il fit apparaître une carte de la galaxie, mettant en évidence les systèmes au-delà des frontières du Conseil. Nous avons déjà commencé à établir des relations avec des mondes frontaliers hors de l'influence du Conseil, des mondes que celui-ci n'a jamais pris la peine de développer ou de protéger. Naren étudia la carte avec intérêt. « Combien ? » « 23 jusqu'à présent, » répondit Wells. « Toutes des associations volontaires fondées sur le commerce équitable et la défense mutuelle. Pas d'adhésion forcée, pas de réglementation punitive. » L'expression de Nirène exprimait à la fois admiration et tristesse. Le Conseil ne sait pas, n'est-ce pas? Ils ne voient que ce qu'ils s'attendent à voir, bien dit. Ils nous croient isolés et en difficulté. Leur propre récit les aveugle à la réalité. Plus tard dans la soirée, alors que Nirène s'apprêtait à partir, il posa une dernière question. Si le Conseil attaque la Terre, comme certains le prévoient, que se passera-t-il? L'expression de Wells resta calme, mais son regard se durcit légèrement. Nous ne cherchons pas la guerre, érudit Naren, mais nous nous y sommes préparés depuis le jour où nous avons rencontré la vie extraterrestre. Le Conseil n'a jamais compris de quoi les humains sont capables lorsqu'ils sont réellement menacés. Naren hocha lentement la tête. Je transmettrai cet avertissement à ceux qui voudront bien m'écouter. Le Conseil n'a jamais compris de quoi les humains sont capables lorsqu'ils sont réellement menacés. Naren hocha lentement la tête. Je transmettrai cet avertissement à ceux qui voudront bien m'écouter. Certains membres du Conseil comprennent ce qui se passe. Nous accueillerions favorablement une résolution pacifique, dit Wells. Mais le choix ne nous appartient plus. Il leur appartient. Alors que le vaisseau de Naren s'élevait dans le ciel du soir, il repensa aux archives qu'il avait partagées et à la carte qu'il avait vue. Le schéma était clair. Le Conseil ne perdait pas seulement l'humanité, il perdait aussi l'avenir. 5 ans après le départ de l'humanité, la salle du Conseil galactique, autrefois majestueuse, était à moitié vide. Là où se réunissaient autrefois les représentants de près de 200 mondes, il n'en restait plus que 90. La grande chambre, conçue pour mettre en valeur la puissance et l'unité du Conseil, mettait désormais en lumière son déclin. Le haut conseiller Zex Terrell était absent aujourd'hui. Sa santé s'était rapidement détériorée ces derniers mois, le stress de voir son héritage s'effondrer ayant des conséquences néfastes. À sa place, 3 factions rivales se disputaient âprement la raréfaction des ressources et l'aggravation des problèmes. Le secteur Cygnus a besoin d'une aide alimentaire immédiate, exigea le représentant de Nox Prime. « Où suggérez-vous que nous l'obtenions » rétorqua un autre délégué. Les mondes agricoles de ce secteur se sont tous alignés sur les humains. L'évocation des humains a suscité une tension familière dans la salle. Aucun sujet ne causait autant de discorde parmi les membres restants du Conseil que la gestion de la Terre et de son influence croissante. Sur la nouvelle station diplomatique humaine, Unité, l'ambassadrice Karen Mitchell se préparait pour une nouvelle journée chargée. À 52 ans, elle avait passé des décennies au service diplomatique, mais son rôle actuel ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait connu dans sa carrière. La délégation de Proximity était arrivée. « Ambassadeur », annonça son assistant Eric Davis. Karen sourit. Cela fait 15. 15 anciens tourbillons du Conseil s'étaient officiellement ralliés à la coopérative terrienne, l'alliance informelle de planètes indépendantes qui s'était formée autour des dirigeants de la Terre. Contrairement à la structure rigide du Conseil, la coopérative fonctionnait selon les principes du commerce équitable, du partage technologique et de la défense mutuelle. Dois-je les inviter à la conférence principale?
Défense mutuelle. Dois-je les inviter à la conférence principale? Demanda Eric. Laissez-les se reposer d'abord, répondit Karen. Le voyage est long depuis Proxima, et nous ne sommes pas pressés. C'est la différence entre nous et le Conseil. Nous n'exigeons pas, nous invitons. Dans un centre de recherche sur Mars, le docteur Alan Morris examinait les derniers résultats des tests avec une satisfaction tranquille. Les scientifiques du Conseil qui tentaient de rétroconcevoir la technologie humaine commettaient exactement les erreurs que son équipe avait prédites. Ils tentent toujours de comprendre le système de distribution électrique sans reconnaître les dispositifs de sécurité, a-t-il expliqué à sa collègue, le docteur Sofia Martinez. Sofia a acquiescé. Exactement comme nous l'avons conçu. Ils sont suffisamment intelligents pour copier les fonctionnalités de surface, mais pas pour en comprendre les principes sous-jacents. Des années avant le départ de l'humanité du Conseil, des ingénieurs comme Alan et Sophia avaient intégré une obsolescence intelligente à chaque élément technologique partagé avec d'autres espèces. Non pas comme un sabotage, mais comme une assurance. Des systèmes qui se dégraderaient progressivement sans maintenance spécifique, que seuls les humains comprenaient parfaitement. Combien de temps faudra-t-il avant une panne totale du système dans leurs mondes centraux? Demanda Sophia. Hélène vérifia les projections. Encore 2 ans, tout au plus. Ils ont trouvé quelques solutions, mais rien qui résolve les problèmes fondamentaux. Sur le monde frontalier de New Eden, la gouverneure Julia Rice accueillit un groupe de réfugiés de l'espace du Conseil. Leur navire, vieux et à peine fonctionnel, avait transporté près de 300 personnes en quête d'un nouveau départ. On nous a dit que les humains acceptaient quiconque était prêt à travailler et à vivre en paix, déclara leur chef, un jeune Vrexien dont les écailles étaient ternies par une mauvaise alimentation. Julia sourit chaleureusement. C'est vrai. Nous avons des terres, des ressources et des opportunités pour tous. Le groupe observa avec émerveillement la colonie florissante. De nouveaux bâtiments s'élevaient au loin. Des champs de culture s'étendaient à perte de vue. De nouveaux bâtiments s'élevaient au loin. Des champs de culture s'étendaient à perte de vue. Des êtres humains de diverses espèces travaillaient ensemble, sans la hiérarchie rigide des mondes du Conseil. « Est-ce vrai ce qu'on dit ?» demanda un autre réfugié. « Que sur les mondes humains, n'importe qui peut créer une entreprise. N'importe qui peut inventer sans restriction. » « Oui, » répondit Julia. « Nous croyons que l'innovation naît de la liberté et non du contrôle. » De retour sur Terre, le président Harris examina les derniers rapports en provenance de toute la galaxie. Le fossé technologique entre les mondes humains et l'espace du Conseil s'était considérablement creusé. Tandis que les colonies humaines prospéraient grâce aux innovations, les mondes du Conseil étaient aux prises avec des systèmes de plus en plus obsolètes. L'Empire Vrexian s'est officiellement séparé du Conseil, nota son conseiller John Bennett. Cela fait maintenant 3 grandes puissances opérant indépendamment. Harris hocha la tête pensivement. « Et l'attaque prévue contre la Terre, abandonnée, » répondit John. Après que l'érudit Niren eut partagé son avertissement, suffisamment de membres du Conseil s'opposèrent au plan pour forcer son annulation. La coalition s'effondra ensuite. Le président s'est dirigé vers la fenêtre de son bureau, contemplant la ville paisible en contrebas. Nous n'avons jamais voulu les détruire. Vous savez, nous voulions juste être traités équitablement. Parfois, s'éloigner est le seul moyen de pression dont on dispose, a déclaré John. Et parfois, a ajouté Harris à voix basse, c'est le seul moyen de construire quelque chose de meilleur. Dans ce qui avait été autrefois l'espace unifié du Conseil, un nouvel ordre émergeait, non par la conquête ou la guerre, mais par la simple mais dévastatrice conséquence du départ des humains. Une décennie s'était écoulée depuis que l'humanité avait quitté le Conseil galactique. Le Conseil lui-même n'était plus qu'une coquille vide, ses grandes salles résonnant des voix d'à peine 40 représentants. L'Empire Vrexien, autrefois puissance dominante du Conseil, avait finalement admis sa défaite dans sa lutte pour préserver sa gloire passée.
Sur une station spatiale neutre en orbite autour de Proxima du Centaure, le vieillissant Zex Terrell attendait dans une simple salle de réunion. Ses écailles d'un bleu éclatant avaient viré au gris pâle. Ses 6 yeux, autrefois perçants et calculateurs, semblaient désormais fatigués et voilés. Le temps n'avait pas été clément envers l'ancien haut conseiller. La porte s'ouvrit. Jack Harper entra, plus âgé désormais, mais aussi grand qu'à sa sortie de la salle du Conseil, 10 ans plus tôt. En tant que président de la Terre, il représentait non seulement l'humanité, mais aussi la florissante coopérative de Turin, qui comptait désormais plus de 30 anciens mondes du Conseil. « Président Harper », dit Zex Terrell d'une voix qui avait perdu sa force d'antan, « merci d'avoir accepté de nous rencontrer. » Harper prit place en face de lui. « J'ai été surpris par votre demande, conseiller. »« Ancien conseiller », corrigea Zex Terrell. « Le conseil n'est plus ce qu'il était. » Harper hocha la tête, mais ne dit rien. Il attendit simplement, laissant le Vrexian poursuivre. « Nos mondes centraux sont menacés d'effondrement écologique, admit Zex Terrell. Les systèmes automatisés qui régulaient notre atmosphère ont commencé à tomber en panne il y a 3 ans. Nos scientifiques ne peuvent pas les réparer. Nous avons besoin d'aide. D'aide humaine, précisa Harper. Oui, cet aveu peina clairement le fier Vrexian. Nous n'avons personne d'autre vers qui nous tourner. Harper examina le visage de l'extraterrestre. 10 ans plus tôt, ce même individu avait ri de la disparition de l'humanité. Maintenant, il était assis là, humilié par la nécessité. « Vous nous avez détruits sans un coup de feu », dit Zex Terrell avec amertume. Une décennie de lent effondrement, délibéré et cruel. Harper secoua la tête. « Nous ne vous avons pas détruit. Vous l'avez fait vous-même. Nous avons simplement cessé de soutenir le système qui nous exploitait et avons bâti votre propre empire au passage, » rétorqua Zex Terrell. « Pas un empire, » corrigea Harper, « une coopérative. Chaque monde a une voix égale, chaque espèce a les mêmes droits. Nul n'est forcé d'adhérer et chacun peut partir. » Par la fenêtre, un immense vaisseau humain dérivait devant la station. Son design épuré était dénué d'armes. C'était un vaisseau scientifique, pas un navire de guerre. Depuis son départ, l'humanité s'était concentrée sur l'exploration et l'innovation plutôt que sur la puissance militaire. « Allez-vous nous aider ?» demanda finalement Zex Terrell, la question visiblement difficile pour lui. Harper regarda un bloc de données, passant en revue les informations. 3 milliards d'habitants sur vos mondes centraux. L'approvisionnement alimentaire est critique. Le système médical est défaillant. Il posa le bloc. « Oui, nous vous aiderons. » Le soulagement se lisait sur le visage du Vrexien, mais Harper leva la main. « Sous certaines conditions, nous fournirons une aide humanitaire sans conditions politiques. Mais si votre peuple veut bénéficier pleinement des échanges commerciaux et technologiques, l'Empire Vrexien doit se réformer. Plus de castes, plus d'asservissement de vos mondes coloniaux. Plus de castes, plus d'asservissement de vos mondes coloniaux. Égalité des droits pour tous les citoyens. Notre société tout entière devrait changer, » protesta Zex Terrell. Oui, Harper acquiesça simplement. C'est tout l'enjeu. Plus tard dans la journée, Harper s'entretint avec ses conseillers sur un canal sécurisé. La vice-présidente Linda Carter parut inquiète. « Tu es sûr de ça, Jack? Les Vrexians étaient peut-être nos adversaires les plus hostiles. » Harper acquiesça. « Il ne s'agissait pas de vengeance, Linda. Il s'agissait de créer un meilleur système. On n'y parviendra pas en laissant des milliards de personnes souffrir. » Le secrétaire d'État Alan Wright sourit. « C'est pour cela que la coopération fonctionne. Nous montrons l'exemple, pas la force. » Sur la planète principale des Vrexians, la nouvelle de l'arrivée de l'aide humanitaire se répandit rapidement. Sur les places et dans les foyers de toute la planète, les gens se rassemblèrent pour assister à l'annonce. Certains pleuraient de soulagement. D'autres semblaient incertains quant à l'avenir.
La jeune journaliste vrexienne nommée Tella observait l'arrivée des vaisseaux humains chargés de fournitures médicales et de nourriture. Contrairement aux Vrexiens plus âgés, elle avait grandi en écoutant des histoires de mondes humains où les opportunités n'étaient limitées ni par la naissance ni par l'espèce. En enregistrant l'arrivée des premiers travailleurs humanitaires, elle se demandait si son peuple était prêt à un tel changement. La première humaine à descendre du vaisseau fut une médecin nommée Mia Jones. Elle portait une simple trousse médicale et était nue. En s'approchant des officiels vrexiens qui l'attendaient, elle tendit la main dans un geste humain de salutation. À cet instant, le nouvel ordre galactique était clair pour tous. L'humanité n'avait pas conquis par la force ou la domination. Elle avait simplement abandonné un système défaillant pour construire quelque chose de meilleur. Et maintenant, ils tendaient tenter la main à ceux qui les avaient autrefois rejetés. Le véritable pouvoir de l'humanité n'avait jamais résidé dans sa technologie ou ses ressources, mais dans sa volonté de rompre avec des relations toxiques et de construire quelque chose de meilleur.